Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en live sur votre télé, sur votre smartphone ou votre tablette. Ça, c'est grâce à nos réseaux sociaux. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire, ce soir, nous accueillerons René Chevalier, le président de la fédération du BTP 73. Il reviendra avec nous sur les grandes actualités de la fédération. Nous partirons ensuite en station, direction les Contamines Montjoie qui ont cette année et plus particulièrement cet hiver un programme d'animation et d'événements à en faire pâlir plus d'un. Et enfin, comme chaque vendredi, nous accueillerons Camille Copin pour sa Bible des agendas et toutes les sorties à faire dans nos beaux départements. Bienvenue dans Accès Direct. On commence comme chaque jour avec les titres du jour. Aujourd'hui, c'est Clémence qui s'y colle. Bonsoir Clémence. Bonsoir Manu. Et avec toi tout à l'heure, nous irons à la rencontre d'un prix Nobel. Et oui, alors il s'appelle Gérard Mourou, il est prix Nobel de physique, prix Nobel 2018 et il est à la rencontre des élèves de la cité scolaire Jean Moulin d'Albertville. Il faut dire qu'il est de là-bas. Un reportage complet tout à l'heure. Et puis focus sur les maîtres chiens d'avalanche. Et c'est Juliette Vincent-Seigné qui nous propose ce reportage. Donc on partira du côté de la Plagne où ils s'entraînent. Donc un super reportage à découvrir dans ce JT sur la nécessité aussi d'avoir une relation très fusionnelle entre le maître et son chien. De très belles images tout à l'heure, c'est dans le journal télévisé 18h30, restez fidèles. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse entre autres et juste le temps pour moi d'accueillir notre premier invité, monsieur René Chevalier. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes le président de la fédération du BTP 73, ce depuis 1997. J'entame droit dans les bottes. Et comment se porte la filière du BTP en ce moment? La filière du BTP a une activité qui est depuis, on va dire, 1 an et demi, plus porteuse, avec une activité bien meilleure. Nous avons deux gros soucis. Premier souci, la main-d'œuvre. Et deuxième souci, le niveau de prix. Surtout au niveau des travaux publics où les prix ont du mal à remonter. Mais le premier gros souci, c'est quand même la main-d'œuvre. Alors je reviens juste un instant sur les prix. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse différence, une grosse dépréciation? Il y a plus de difficultés en ce moment à avoir des contrats? C'est pas de la difficulté, il y a de l'activité, il y en a, mais si vous voulez, chacun a son volume d'activité, mais on a du mal à retrouver les prix qui ont été donnés par des rabais trop importants depuis 2008. Alors aujourd'hui, la fédération BTP 73, elle n'est plus affiliée à la fédération du bâtiment national. Ça, c'est acté depuis 1 ou 2 ans aujourd'hui. Est-ce que ça vous pose préjudice concrètement? Non, pas du tout. Aujourd'hui, la Savoie a 3 syndicats professionnels pour défendre les entreprises savoyardes, la CAPEB, la Fédération française du bâtiment Savoie et la Fédération du BTP 73 que je donne ordre de présider. Donc on peut dire que c'est un département chanceux. Est-ce que justement, il n'y a pas aujourd'hui, votre fédération n'a plus trop le droit de participer aux négociations nationales sur les accords de branche? Ça change un peu la donne. Vous avez le sentiment quand même d'être compris et écouté par vos homologues? Vous savez, les accords de branche au niveau national, l'avis des départements n'a jamais été très important. On demandait l'avis et il se passait bien ce qui se passait. Donc je crois que ce n'est pas un point très très important et il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, un des gros soucis de la filière, c'est également le manque d'effectifs, le manque de jeunes qualifiés. Et là, au-dessus, il y a vraiment un grand point d'honneur, il y a vraiment une grosse motivation pour essayer de ramener ces jeunes à la filière BTP. Qu'est-ce qui est fait pour ça? Oui, pendant 4-5 ans, la filière a complètement oublié d'amener les jeunes pour venir vers nos métiers. Donc nous avons lancé une grande campagne qui va durer 3 ans, qui est Bâtis tes rêves. Nous allons dans les collèges avec des professionnels locaux, avec un camion et tout un matériel adapté pour montrer que nos métiers sont des vrais métiers, des métiers où l'ascenseur social peut être important et démontrer aussi aux jeunes que les différentes filières de nos métiers ne sont pas des filières au rabais, comme certains leur disent, mais des filières d'avenir. C'est difficile aujourd'hui d'éveiller cette curiosité, cette étoile dans les yeux, de faire rêver avec le BTP? Non, c'est pas difficile, il suffit de s'adapter, de parler aux jeunes avec leur langage. Et vous savez, quand on va avoir une cathédrale, il ne faut pas oublier que
Notre-Dame de Paris a été construit par des hommes du BTP, donc on est les héritiers de toutes ces personnes, donc c'est important de transmettre aux générations futures notre connaissance. Ces générations futures, il faut aller aussi dans leur sens. Ça passe aussi par beaucoup de digitalisation, être présent là où sont les jeunes également. Comment on fait pour finalement s'adapter à cette révolution? On s'adapte par le fait que nous aussi, on est obligé de s'adapter à tous ces phénomènes dans nos entreprises, le modernisme, l'informatique, toute entreprise aujourd'hui qui n'est pas informatisée, qui n'a pas son blog, qui n'a pas ses différents espaces, ne peut pas se faire connaître ou ne se développe pas forcément d'une bonne manière. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on est très bon en informatique. On peut être aussi très bon en informatique à 50, 60 ou 70 ans. Il s'agit aussi de la revalorisation des métiers du BTP. Et là, comment vous, encore une fois, comment vous agissez? Globalement, aujourd'hui, sur les grilles de salaire, le BTP n'a pas à rougir. On est sur des grilles de salaire qui sont plutôt hautes. Et par rapport à la formation? Alors, par rapport à la formation, aujourd'hui, on a tous les outils de formation qui sont prêts. Donc, il faut, nous, aller convaincre les jeunes à aller, et surtout leurs parents, parce que pour des formations d'apprentissage, il faut aussi convaincre les parents que nos métiers sont des vrais métiers, des métiers d'avenir, surtout des métiers d'avenir. Un jeune rentrant dans nos métiers ne peut que progresser et ne sera jamais au chômage. Quelles sont les actions justement qui sont mises en place aujourd'hui pour essayer d'aller de plus en plus vers ces jeunes? Vous me parliez d'une grosse opération sur 3 ans. C'est la seule action aujourd'hui qui est mise en place? Ouais, elle est importante sur notre département, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va dans les collèges, on voit les jeunes avec des chefs d'entreprise par groupe de 4, où on leur explique le métier, on répond aux questions, on a tout un processus pour échanger avec eux. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui sera forcément payant. Aujourd'hui, une des priorités également de votre fédération, c'est de resserrer les liens avec ses adhérents. Adhérents qui sont, selon mes derniers chiffres, vous me dites, à peu près 190, 195 entreprises adhérentes, à peu près 8000 salariés. Ça fait quand même du monde. Comment on arrive finalement à homogénéiser tout ce groupe? Nous sommes structurés en sections, avec des réunions de sections régulières, des services permanents auprès des entreprises. Donc nous sommes en contact avec nos adhérents, qui sont un petit peu plus nombreux, puisqu'on est en train de s'étoffer et qu'un certain nombre d'entreprises viennent à nous sans qu'on aille les chercher, de départements limitrophes. Donc on a grossi un peu nos rangs. Et c'est vrai qu'effectivement, on est en contact permanent avec les chefs d'entreprise et surtout leurs services. Vous me disiez il y a quelques minutes en préparant cette émission que finalement l'assise départementale de la fédération BTP 73, aujourd'hui, elle est plus que départementale puisque des entreprises d'autres départements viennent vous voir, vous contactent. J'ai envie de dire, ça va aller jusqu'où? La BTP 73 va avoir une assise nationale bientôt? Non, je crois qu'il faut être raisonnable et c'est vrai que vous avez des entreprises, départements limitrophes, même des entreprises de la Loire qui viennent travailler en Savoie. On a des adhérents aussi qui travaillent dans d'autres départements. Donc je crois que toute entreprise qui souhaite sur, on va dire, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, écoutez, adhérer chez nous, pourquoi pas? On les reçoit avec grand plaisir. On en a reçu hier, je vais en recevoir la semaine prochaine aussi. Donc aujourd'hui, on a 30 à 40 entreprises qui vont nous rejoindre dans les semaines qui viennent. Et qu'est-ce qu'elles viennent chercher, ces entreprises justement qui n'ont pas forcément une assise locale, peut-être des chantiers en Savoie, mais qu'est-ce que ça peut leur apporter d'être affilié justement? Une fédération n'amène pas de chantier, ce n'est pas son rôle. Une fédération est là pour aider, soutenir les entreprises, elles leur rendent service et à leur écoute. Donc effectivement, peut-être qu'ils ont trouvé tout ce qui s'est dit autour de cette bataille dont vous aviez parlé tout à l'heure et qui pour nous est du passé, a peut-être fait chez certains chefs d'entreprise éveiller, à l'écoute, regarder sur les réseaux sociaux et se dire tiens, il serait peut-être intéressant d'aller voir. Ils sont venus nous voir, ça leur a plu et ils souhaitent faire partie de l'équipe. Comment vous voyez votre fédération dans les prochaines années? Elle va évoluer? Écoutez, notre fédération va s'adapter surtout au territoire et surtout à l'évolution de ses adhérents. Ce n'est pas moi qui le ferai, c'est mes successeurs,
mais c'est tout à fait logique qu'une fédération évolue. Donc on va évoluer par rapport au texte de loi. On voit bien qu'aujourd'hui, toutes les lois Macron au niveau des lois du travail donnent au territoire une importance. On discute plus dans les entreprises, donc on est à côté de nos chefs d'entreprise pour les aider. Aujourd'hui, c'est les aider à recruter, ce qui est important. Demain, ça sera aussi les aider à leurs relations, et nous avons créé pour ça un poste de relations RH à temps partagé pour que les chefs d'entreprise puissent avoir une personne n'ayant pas de RH à domicile, puisse avoir une personne qui le conseille. Simplement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup René Chevalier d'avoir Merci répondu à notre question, d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos plateaux. C'était avec grand plaisir et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, de même. Je vous laisse repartir direction la régie. Juste le temps pour moi d'accueillir Clémence, le grand retour pour la revue de presse. Rebonjour Clémence. Rebonjour Manu. Et avec toi, aujourd'hui, tu as choisi de nous parler d'une affaire quand même assez grave qui est une alerte empoisonnement. Explique-nous. Oui. Alors, je vais parler donc de la SPA. C'est un article paru donc dans France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, effectivement, on parle d'une alerte empoisonnement. À peu près une vingtaine de cas. Alors, quand je dis une vingtaine de cas, en fait, c'est une vingtaine de décès. On parle de chiens. Tout ça, c'est effectué dans les derniers mois. Dans tous les cas, les empoisonnements en fait, sont produits dans un périmètre assez restreint et c'est ça qui est plutôt curieux. Et c'est pour ça que peut-être, et je dis bien peut-être, l'hypothèse criminelle en fait, est plutôt probable. Donc le périmètre restreint, il s'agit donc de l'Isère et de la Savoie. Autour des communes notamment, et là je prends ma petite fiche, Pont-de-Beauvoisin, Avrézieux, Saint-Genis-sur-Guiers, Champagneux ou encore Murs et Géligneux. Le mode opératoire en fait est toujours le même. Il s'agit de boulettes de poisson dans lesquelles il y a de la mort au rat qui sont lancées à l'intérieur de propriétés privées dans des jardins. Donc tu vois, si tu as un chien dans ton jardin et qu'il est dehors la journée, eh bien quelqu'un va lancer une boulette avec donc de la mort au rat à l'intérieur et ton chien l'avale. Et en fait, tout simplement, les symptômes, c'est des forts tremblements, puis de la salivation de l'animal. Et parfois, donc dans 20 cas, c'est amené jusqu'au décès. Alors pour éviter ce genre d'accident, la SPA demande aux propriétaires la plus grande vigilance. On se doute aussi que ce n'est pas forcément facile pour les propriétaires s'ils ne sont pas là la journée avec leur animal de compagnie. Et il se trouve qu'en fait, plusieurs propriétaires, dont les chiens ont été victimes d'empoisonnement, ont déjà porté plainte et la SPA indique de son côté qu'elle va se porter partie civile. Donc, qui en veut comme ça aux animaux, c'est la grande question qui, malheureusement, pour l'instant, reste un peu sans réponse. J'imagine qu'une enquête est ouverte. Et une enquête devrait normalement être ouverte puisqu'il y a eu un dépôt de plainte qui a été fait, donc normalement, dans la suite des choses. Ça va suivre son cours. Et on espère. Bon, une autre news, un petit peu plus joyeuse cette fois-ci. Oui, on change un petit peu de registre. Je vais vous parler donc du classement. On le voit à l'image, donc un article du Messager, classement des villes où il fait bon travailler. Alors, refaire sa vie, quitter Paris ou encore changer de région, ça, il y a de plus en plus de personnes qui y pensent. Alors voilà, le palmarès des villes où il fait bon vivre vient de sortir et Annecy pointe à la 7e position et Chambéry à la 8e. C'est plutôt pas mal sur 50 villes en fait étudiées, Annecy 7e, Chambéry 8e. Dans toute la France, le trio de tête, je te le donne Manu, c'est Toulouse, Rennes et Nantes. Ce classement en fait est réalisé à partir de 11 indicateurs comme il y a l'emploi, le chômage, le niveau de revenu de la population, le nombre d'étudiants mais aussi la part des sociétés high-tech et ça c'est plutôt nouveau en fait dans ce genre de classement. Et donc pour le classement des villes, cette fois-ci où il fait bon vivre et non pas bon travailler comme je viens de le dire, cette fois-ci elles ne sont que, entre guillemets, 24e et 35e, tout est relatif. Alors, fier des villes de ta région Manu ? Alors moi, ni l'un ni l'autre puisque je suis de Faverges, mais de toute façon, je suis étonné qu'il n'y ait pas le nombre de classements de bars par habitant pour savoir s'il fait bon vivre ou travailler, parce qu'un petit after work, ça fait toujours plaisir. Faudrait demander. Et pourquoi pas. Et donc toi Manu, dans ta revue de presse, on change aussi un petit peu de registre. Tu nous parles du permis de grimper du Mont Blanc. Et oui, tu connais mon amour pour l'altitude, donc je te propose de reparler de notre cher Mont Blanc. Car il y a quelques jours, ce 14 janvier précisément, la préfecture de Haute-Savoie a fait suivre à la FFCAM quelques directives concernant la voie normale du toit de l'Europe. Et ça commencera notamment par le recueil de toutes les identités complètes de tous les ascensionnistes. Donc nom, prénom, date de naissance. À la base, il fallait juste un nom, on va dire, un nom ou un prénom pour la réservation, pour faire 5 personnes au refuge. Maintenant, tout doit être listé. Et notamment
la qualité des personnes. Alors pas forcément les qualités physiques ou psychologiques, mais bien la qualité professionnelle, c'est-à-dire faire la chasse aux guides autoproclamés, parce qu'il y en a quelques-uns qui veulent se prétendre guides, qui veulent avoir accès au chalet des guides, etc. Ça pose de plus en plus de problèmes. Par contre, si aujourd'hui ça permet de réguler le nombre d'ascensionnistes sur le Mont Blanc, donc 214, c'est ce qui est prévu pour cet été, aucune disposition ne semble encore s'intéresser à l'accidentologie sur cette voie qui concentre à peu près un tiers des accidents d'alpinisme en France. Il y a encore un petit peu de boulot. Et maintenant, une mauvaise nouvelle, la fin de Bon Appétit? Ouais, un gros big up, surtout. Parce que c'est vrai que dans mes revues de presse, j'ai généralement, de temps en temps, l'habitude de cracher gratuitement sur des gens qui n'ont rien fait. Mais là, je voulais rendre hommage à la team Bon Appétit, car depuis 8 ans, ils nous ont divertis, ils nous ont fait envie, halluciner. Tout ça grâce à leur superbe web-série qui est devenue culte, à peu près 55 000 followers aujourd'hui. Victor Galuchot, Fabien Mayerhofer, Nicolas Favre et tous leurs potes qui nous ont fait donc vibrer ces dernières années. Ils s'apprêtent aujourd'hui à se lancer dans de nouvelles aventures. Pourtant, avant cela, ils vont nous livrer un dernier épisode. Ça va sortir dans quelques semaines. Donc, attention, soyez attentifs sur le net. Mais avant cela, je tenais donc à rendre hommage à leur travail, à leur imagination, à leurs images et surtout à leurs conneries. Je vous laisse regarder quelques images. C'est inspirant. Ou pas. On savait pas trop où on allait, mais on avait bien la connerie en tête et toute une armée de potes bien débiles pour nous épauler. Ça allait donner. Voilà, ici encore quelques incultes parmi nous qui n'ont pas encore vu les séries Bon Appétit. Direction YouTube, direction Bon Appétit. Franchement, c'est des belles heures de rigolade. Merci à eux, en tout cas pour tout le travail qu'ils ont effectué. Tu serais pas dedans par hasard? Non? Non. Pourquoi t'as vu un mec tomber à la renverse? Oh ouais, je me dis que c'était bien ton genre. Ça aurait pu, j'aurais bien aimé, mais non, je n'ai pas cette prétention, malheureusement. Merci beaucoup Clémence, on se revoit tout à l'heure pour le rappel des titres et pour le JT, mais juste le temps pour moi d'accueillir nos prochains invités avec une très belle délégation des Contamines Montjoie. Julien Mur, bonsoir. Steve Boyer. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup à tous les deux d'être sur notre plateau. Merci de nous recevoir. Et avec vous, on va parler de cette très belle station qui sont les Contamines Montjoie. Bon, déjà, question pour entrer de jeu. La saison a commencé, généralement avec les fêtes de fin d'année, premier gros rush. Est-ce que la saison est bien lancée? Déjà, au niveau fréquentation, vente de forfaits, enneigement, comment ça se passe? La saison est bien lancée aux Contamines Montjoie. La saison de Noël s'est très bien passée. Comme vous le savez, les Contamines, c'est le grenier à neige de la Haute-Savoie. Donc, de la neige, on en a. Et Noël est passé. Et là, on démarre et on continue en janvier avec encore tout un tas d'animations et d'événements. Donc, c'est bien parti. Tout va bien en Contamine. Bon. C'est bien parti. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le mois de janvier, c'est toujours un peu le mois creux, entre deux périodes de vacances, un petit peu moins de touristes. Pourtant, vous avez fait les choses bien en grand, avec un nombre d'événements assez impressionnants. Et notamment, ça va commencer dès ce week-end. Dès ce week-end, tout à fait. Donc, on accueille 2 événements ce week-end. Un événement d'envergure internationale avec le 27e tournoi de curling international, qui est le seul tournoi open air de France. Patinoire extérieure. Patinoire extérieure. Ça doit changer un peu la donne pour les conditions, peut-être la petite neige sur la patinoire. C'est toujours un peu le stress du tournoi, en effet, mais là, normalement, tout est au vert, donc il n'y a plus qu'à. Ça commence samedi, ça finit dimanche. Et c'est particulier à jouer, mais on a une très bonne équipe aux Contamines parce qu'elle s'est qualifiée pour les championnats du monde de curling en avril en Norvège. Donc on les félicite d'une part, déjà, bravo. Et puis on les soutient pour les championnats du monde. Ils seront présents, bien évidemment. Tout à fait. Exactement. On compte sur eux. Notre événement un événement télémarque. Les Contas renouent avec le télémarque qui avait été hôte des Coupes du Monde pendant un moment. Oui, tout à fait. Et donc cet événement sera porté par Antoine Bouvier, notre champion du monde, le local des Contamines. Et voilà, un événement qui s'adresse surtout aux jeunes, aux juniors, pour découvrir cette pratique du ski, avec une initiation en centre du village sur la piste des Loyers le samedi et le dimanche sur le domaine de ski, avec des épreuves ludiques
pas de classement, c'est juste pour le fun, juste pour rigoler, pour découvrir. Et, pour s'amuser en famille. Pour s'amuser en famille, voilà. Alors, c'est vrai que vous avez la chance d'avoir énormément d'infrastructures pour plaire un petit peu à tous les goûts, toutes les envies un peu particulières, notamment une piste et un stade de biathlon qui serait là pour faire pâlir plusieurs stations. Et là, vous misez dessus encore cette année. C'est vrai qu'on a un très beau parc nordique qui nous permet d'accueillir tout un tas d'animations et d'événements autour du biathlon et ça a commencé déjà à Noël, ça continue avec l'Alpinum Race au mois de février, donc un événement de biathlon format professionnel destiné aux amateurs. Et puis pendant les vacances de février également. Pendant les vacances de février, challenge biathlon en nocturne qui s'adresse aux amis, aux familles pour découvrir le biathlon. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas le tir à 50 mètres, ce sera le tir laser. Déjà pas mal. Voilà, une bonne initiation. On fait une petite boucle, soit à ski, soit en courant, pour se mettre dans les conditions. Et comme le disait Julien, l'Alpinum Biathlon Impulse Tour, qui est la course des grands comme à la télé, mais qui s'adresse aux amateurs. Sachant que cette piste de biathlon, elle va encore évoluer et elle va devenir 4 saisons dans les prochains mois. Si tout à fait. Dès le mois d'avril, elle sera disponible, on va dire, pour hors neige au printemps-été en mode ski roue, puisqu'on va ouvrir une piste de 3 km de ski roue qui sera disponible pour l'entraînement des sportifs, pour le grand public, et qui permettra effectivement de venir utiliser cette infrastructure toute l'année. Sachant que la station a également de grands projets. Parce que niché au fond de sa vallée, ce ne sera plus forcément le cas, puisque je crois savoir qu'à l'objectif 2020-2021, il y a des liaisons qui vont être en cours avec notamment les saisies qui sont juste de l'autre côté de la montagne. Comment ça va se passer ? Exactement, la commune des Contamines a travaillé depuis 2015 pour arriver à faire avancer et cette liaison. Et c'est vrai que donc bientôt le domaine skiable des Contamines sera raccordé aux saisies et à l'espace Diamant. Via un télécabine, ce qui permettra d'avoir un domaine skiable de plus de 330 km de piste, ce qui devient considérable puisque c'est plus grand que Tignes Val d'Isère par exemple. Au hasard. Je crois que ça va encore en faire envie quelques-uns. Ça, c'est sans compter tout le reste du panel d'activités qu'on peut faire, notamment les sports de glace. On le voit avec quelques images de cette superbe cascade artificielle de Notre-Dame de la Gorge. Là également, vous misez beaucoup dessus, j'imagine. Ça plaît à tout le monde et à toutes les familles. Ouais, exactement. C'est une pratique qui est en pleine expansion, la cascade de glace. Aux Contamines. On peut aussi profiter, quand elle n'est pas dans ses conditions optimales, de faire du rustling avec les guides notamment. Et le rustling, c'est donc remonter des torrents à l'aide de crampons et de piolets. En cascade de glace, mais en site naturel, du coup. Exactement. Voilà. Petite rando, sympatoche. Ouais. Et puis, pour continuer sur les sports de glace, à la patinoire aussi, on aura d'autres temps forts qui vont se passer, notamment des nocturnes fluo, sur le thème fluo, ambiance un peu boîte de nuit sur des nocturnes de la patinoire. Ce sera tous les dimanches pendant les vacances de février. Donc ouvert à tous et vous êtes tous les bienvenus. Sachant que grâce à l'amabilité et à la générosité de nos amis des Contamines, ce soir, on vous fait gagner donc 2 forfaits alpins, 2 forfaits nordiques. Si vous voulez en savoir plus et tenter votre chance, bien sûr, c'est sur notre page Instagram, c'est sur notre compte Instagram que ça se passe, bien sûr. C'est direction donc les réseaux sociaux. Messieurs, merci beaucoup. Le temps passe vite. Je suis navré. On est navré de vous quitter, mais il y a même 6 forfaits nordiques. Donc, 6 forfaits nordiques. C'est génial. Donc, n'hésitez plus. Direction Instagram tout de suite. Messieurs, merci beaucoup. On pourrait passer 1 heure à parler de tout ce qui se passe par chez vous. Mais on ira vous voir aussi avec les caméras. C'est promis. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait le déplacement. Merci. Bonne continuation. Bon courage pour la saison. Et on se revoit très vite. Merci. Puis, j'accueille, comme chaque vendredi, justement, Camille Copin. Camille et son calepin magique qui va nous faire vivre un petit peu tout l'agenda, toutes les choses qui sont à faire, à voir, à dire et à revivre dans nos beaux départements. Et avec toi, on va commencer par un peu de culture. Oui, salut Manu. D'abord, tu radotes. Tu m'as déjà dit calepin magique la semaine dernière. Non, c'était pas toi la semaine dernière. Non, c'était pas moi la semaine dernière. Tu m'as déjà dit calepin magique. Écoute, au bout d'un moment, je commence à... Tu vois. Oui, alors on commence avec la nuit de la lecture, qui est un événement national. Donc c'est demain, samedi 19 janvier. Il y a des tas d'animations
animations gratuites un petit peu partout, des lectures en pyjama et en chaussons, des débats, des jeux de mots, bref, pas mal de petites choses assez sympas. Il faut savoir, Manu, je ne sais pas si tu le sais, mais les bibliothèques, c'est les deuxièmes établissements culturels les plus fréquentés après le cinéma. Donc voilà, c'était aussi important de le dire. Ça permet de rendre le livre accessible à tous, pour les petits budgets, mais aussi parce que voilà, la lecture, c'est la nourriture de l'esprit, c'est l'échange, c'est pas mal de petites choses. Enfin, moi, personnellement, j'adore lire, donc voilà, ça me parle. Si vous cherchez des événements près de chez vous, donc des bibliothèques, des médiathèques qui organisent des petites choses, je vous en ai sélectionné 2 ici sur les visuels, et vous pouvez aller sur nuitdelalecture.culture.gouv.fr. Donc mes 2 petits coups de cœur à Annemasse, à la bibliothèque municipale Pierre Goy, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Jusque 23h, vous pouvez donc lire, emprunter des livres et il y aura diverses animations. Et entre autres, les racontards, de 18h à 19h, ce sont des lectures pour enfants. Mais aussi, on compte sur vous, de 22h à 23h, construction d'une histoire à plusieurs voix. Donc c'est un projet un peu participatif, c'est sympa. On est tous ensemble et on construit une histoire ensemble. Je trouvais ça plutôt sympa. Et puis à La Roche-sur-Foron, de 20h à 22h, il y a un blind test littéraire. Alors j'ai cherché un peu sur le site. Je n'ai pas eu plus de détails que ça, mais alors je laisse cours à mon imagination. Je me dis peut-être que c'est des bouts de livres et qu'il faut retrouver dans quel livre ça a été écrit. Mais en tout cas, je trouvais le concept sympa. On pourrait faire une équipe. Je pense pas trop mal. Et puis pour ceux que la lecture ça n'intéresse pas, saleté, il y en a qui peuvent aussi se ressourcer. Voilà, mais je suis pas sûre que ça t'intéresse beaucoup plus, Manu. Mais en tout cas, moi, ça m'intéressait pas mal. Il y a un bar à jus bio, c'est marqué. C'est vrai. Il y a peut-être des bières aussi. Il faut se renseigner. Mais en tout cas, voilà, ça se passe au Cybèle samedi 19 et le 26 janvier aussi, la semaine prochaine, de 11h à 13h. Donc vous avez la possibilité d'avoir une offre forfait de ski à 22 € le samedi. Sachez toutefois que pour demain, c'est raté. Il faudra faire ça pour la semaine prochaine, puisqu'il faut acheter son billet sur Internet avant le mercredi soir. Donc voilà, on ne peut pas le faire pour cette semaine, mais en tout cas, vous pouvez quand même profiter de ces événements, même pour un forfait de 44 €. Vous avez donc entre 11h et 13h un cours de body balance. Donc ce sont des exercices d'assouplissement inspirés du yoga et du tai chi. Je suis d'ailleurs très adepte, puisqu'à la salle de sport, il y a un cours de body balance à côté de... Là, c'était ces événements, terrible. Bah non, mais c'est important. Et puis également un cours de pilates d'1 heure. Donc ça, c'est du renforcement et des étirements musculaires sur un rythme de respiration assez important. C'est vraiment la respiration qui prime sur l'exercice. Ça se passe au sommet de Louillon, au niveau du totem #Cybèle. Et voilà, vous pouvez faire donc tout ça. Effectivement, il y a aussi un bar à jus bio. J'imagine tellement les gens qui vont être bien tête en bas au milieu de la tempête de neige. Ça a l'air fun. On espère qu'il y aura du soleil, parce qu'effectivement, sous la neige, c'est moins sympa. T'as d'autres événements et qui vont me plaire. Oui, Sinon. Exactement. Alors celui-là, par exemple, je pense qu'il te plaira. Bon Appétit, c'est un rallye gourmand. Donc Manu, le concept, c'est un vrai repas. J'insiste sur vrai, c'est-à-dire que c'est vraiment pas juste un bout de fromage, on descend les pistes et voilà. C'est vraiment des plats qui sont préparés par différents restaurants des saisies. Donc apéritif, plat, fromage et dessert. 4 endroits différents. C'est la 2e édition cette année. Les inscriptions donc, se font sur le front de neige des Chardons de 9h à 10h le jour même. Donc voilà, il est encore temps d'y aller. C'est limité à 25 équipes de 4 personnes. Comptez 25 € par personne. Mais bon, vu qu'on a mangé à la fin par des bons petits plats de restaurateurs, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, là en plus avec le beau temps, ça donne envie. Je trouvais ça très très sympa. Et vous pouvez retrouver plus d'infos sur le site évidemment lessaisies.com. Et là, on va passer à une originalité top, la fête du ski et de la neige. Voilà, c'est piloté par la Fédération française de ski et France Montagne. C'est la journée de promotion du ski et des activités du sport d'hiver. D'ailleurs, je dis là, mais c'est les, puisque c'est tout le week-end. Il y a pas mal d'initiations en ski alpin, en nordique, en snowboard, ski de rando, télémarque, etc. etc. Les 1000 clubs de la FFS organisent leurs propres activités, évidemment, en fonction de leurs spécificités et de leur géolocalisation. Donc en fait, comment ça se passe ? On achète un pass découverte à 1 €, l'euro symbolique, qui est valable pendant 48 heures et on peut tester un peu tout ce qu'on veut. Il faut quand même aller s'inscrire, évidemment, on ne peut pas tout faire, voilà. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Et moi, mon coup de cœur se passe à Morzine avec la sortie ski raquette ou tandem ski. Tandem ski, j'en avais encore jamais entendu parler et en fait, tout simplement, c'est une belle initiative pour les personnes à mobilité réduite. Je trouvais ça sympa du coup de le mentionner. Donc voilà, petit coup de cœur pour Morzine, mais évidemment, il y a des tas et des tas de choses à faire et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la FFS. Direction Saint-Gervais maintenant.
Direction Saint-Gervais pour 2 événements. On commence avec le White Weekend. Donc c'est un week-end de festivités sportives et culturelles variées. Ça se passe samedi et dimanche sur les pistes du domaine skiable Le Bétex. Le Bétex, le BT Le BTEX pour le coup. Le Bétex. C'est l'exception qui confirme la règle. Qui confirme la règle. Activité gratuite, donc on a des initiations encore une fois au ski de rando, slalom chronométré, initiation à la recherche de victimes en avalanche. Je retourne sur le yoga, les massages, les ateliers huiles essentielles, etc. Je me disais aussi qu'il y avait un Il y a piège. pas mal de petites choses très chouettes. Et puis gros temps fort, à 15h samedi, il y a un spectacle de magie digitale avec Moula Diaby. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, je ne le connaissais pas jusqu'à maintenant, mais apparemment c'est quelqu'un d'assez connu. C'est un spectacle qui est gratuit pour le coup, et je suis allée voir du coup un petit peu sur YouTube pour voir ce qu'il faisait. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, dures tes avis journées au aux boulot, amateurs. Bah, écoute, je me renseigne avant de parler d'événements. En tout cas, un beau petit événement à Saint-Gervais. Un autre événement à Saint-Gervais également. Et attends, parce qu'il faut que je te parle aussi du bivouac en montagne avec un petit déjeuner et un dîner inclus. Montée en raquette à 45 € sur inscription auprès de l'office de tourisme la veille. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument s'inscrire aujourd'hui si on veut faire ça dans la nuit de samedi à dimanche. Je trouvais que 45 € pour le bivouac, le repas et le petit-déj, c'était correct. Je sais pas, c'est toi Alors, d'accord. le grand professionnel. Je me garderai bien d'avoir un avis sur les prix des forfaits. Et donc on enchaîne avec le trophée Mer et Montagne, toujours à Saint-Gervais. Ça se passe donc du lundi 21 au jeudi 24 janvier. On a des équipes qui sont composées donc d'un marin, d'un montagnard et d'un enfant de la station qui s'affrontent dans des épreuves sportives le jour et ludiques le soir. Lundi, donc, il y aura la présentation des concurrents et tirage au sort des équipes. Le mardi, on aura une randonnée et derby de ski alpinisme avec une soirée protection de la planète et transition énergétique, un sujet qui me semble important, animé par Éric Loiseau. Mercredi, derby en ligne, slalom géant, biathlon et soirée nuit en bivouac, encore une fois au plateau de la Croix. Et la remise des prix se fera donc le jeudi. Toutes les infos sont à retrouver sur le Facebook Trophée Mer Montagne. Et je trouvais ça très sympa. J'ai regardé les images effectivement tout à l'heure, puisque je n'ai que ça à faire au travail apparemment, Manu. Mais voilà, sinon, tu aurais pu regarder nos reportages l'année dernière. On le suit chaque année quand même. Oui, également. Mais écoute, la bande-annonce était très belle aussi. Merci Camille. Une petite dernière news parce qu'on n'est pas en avance. Oui. Mais comme tu n'es pas dans mon oreillette pour me le dire, je me permets de te le dire aussi. Oui, je en profite pour faire un petit mot sur la Spartan Race. C'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Mais voilà, les Spartan Race, c'est une course d'obstacles. Il y a 3 formats de course. La sprint, 6 km, 20 obstacles. La super, 13 km, 25 obstacles. La beast, je sais pas, tu sais pas. Ah non. 20 km, 30 obstacles, c'était toujours 50 plus à chaque fois. Je croyais que tu suivais. Je t'écoutais pas vraiment, mais bon. Voilà, c'est la seule Spartan d'hiver. d'hiver. Ça se passe donc les 26 et 27 janvier prochains. Et ça se passe donc du côté de Valmorel en Savoie. Il y a encore pas mal de places pour s'inscrire. Les tarifs vont de 107 à 147 € pour la super qui se déroulera samedi et de 87 à 117 € pour la sprint qui se passera dimanche. Toutes les infos sont sur spartanrace.fr. Et en tout cas, on est plusieurs à la rédac à être tentés. Toi, j'ai cru comprendre que non, mais voilà, sache que Clémence et moi, on aimerait bien participer à ça quand on arrivera à faire une traction toute seule. Ouais, c'est un peu un prérequis, hein, c'est un truc pour masochiste. Voilà. Merci beaucoup Camille. Merci. bon courage avec tous tes événements, Merci. Ta prise de graines, tes barabus bio, et tout ce qui s'ensuit. Et je rappelle tout de suite Clémence justement qui peut-être va nous annoncer qu'elle s'inscrit à la Spartan d'ici quelques jours. Quand j'arriverai à faire une traction, comme vient de te le dire Camille. Bon, alors ça c'est fait, merci. Sinon tu peux nous parler du prix Nobel qui est reçu à Albertville. Et oui, et donc on va en parler ce soir dans le journal, une rencontre avec le prix Nobel de physique Jean Mourou et les élèves de la cité scolaire Jean Moulin d'Albertville, une visite un petit peu exceptionnelle pour eux. J'imagine bien. Et des chiens d'avalanche pour changer. Du côté de la Plagne, ils s'entraînent en ce moment. Donc, les maîtres chiens d'avalanche, c'est un métier qui nécessite effectivement beaucoup de patience et de complicité entre le maître et le chien. Et c'est ce qu'on va découvrir aussi dans ce journal. Reportage complet, c'est dans quelques minutes. C'est dans le journal télévisé. Restez bien fidèles. C'est juste après la pub. À tout de suite. Bonjour, très heureuse de vous retrouver en direct sur la page Facebook de 8 Mont Blanc. Nous allons essayer de vous faire partager la Via Ferrata en direct live sur Facebook. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Didi n'a que quelques minutes pour sauver la victime de l'avalanche. Le temps est compté. Encouragé par Benjamin, son maître, il renifle, gratte et creuse dans la neige, avec pour seul objectif, retrouver la personne ensevelie. Mais aujourd'hui, c'est un entraînement pour Didi et son maître. Notre rôle, comme on dit, c'est un travail d'équipe. Donc on va conduire le chien, parce que le chien, il ne fait pas ce qu'il veut sur l'avalanche. Sur une avalanche, on est amené à travailler avec d'autres chiens, d'autres maîtres chiens, donc d'autres chiens. Donc il faut se définir des zones et il faut se partager le travail. Et puis bien sûr le motiver et faire en sorte qu'il fasse bien son boulot. Si ces sauveteurs sont aussi compétents, c'est grâce à la relation fusionnelle qu'ils ont avec leur maître. Pour que le chien soit efficace, les maîtres misent tous sur le jeu. Il faut donc les motiver. La plus belle récompense pour Didi, Eden et les autres, le boudin. Pour le chien, la base de son travail, c'est le jeu. Pour lui, la plus grosse récompense qu'il peut avoir, le chien, c'est d'être là sur le terrain de travail. C'est une forme de chasse pour lui. C'est des prédateurs, c'est des chasseurs et on leur apprend justement à chasser un petit lapin sous la neige qui représente l'être humain dans une avalanche. Toute la préformation est faite dans le ludique et en fonction de la capacité de chaque chien, de leur maturité. C'est une équipe unique, un maître et son chien. Ils apprennent à se comprendre et à travailler ensemble. Berger belge, border collie ou encore berger allemand, ces chiens sont dès l'âge de 6 mois entraînés pour ce type d'opération. Une des principales missions pour les maîtres, leur apprendre à détecter les petites molécules légères odorantes qui sortent de la neige. On va le mettre avec une victime qui connaît. On va travailler d'abord sur un trou ouvert, parce qu'il faut savoir quand même qu'un trou, une cavité, c'est pas forcément naturel pour un chien et c'est pas évident pour lui de rentrer dedans. Donc il faut y aller tout doucement. Donc d'abord sur une personne qui connaît, après sur un inconnu, puis petit à petit on va mettre de la difficulté. Donc on va mettre un petit peu de neige devant le trou jusqu'à le boucher complètement. Même si les chiens ne font pas la différence entre un exercice et une réelle opération, il est important de les entraîner en conditions réelles. L'année dernière, une 50aine d'interventions ont été effectuées en Savoie. Allez, qu'on en finisse.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 18 janvier 2019 et voici les titres que nous allons développer ce soir. Nous vous proposons une rencontre avec le prix Nobel de physique Gérard Mourou et les élèves de la cité scolaire Jean Moulin d'Albertville. Une visite exceptionnelle pour les étudiants et le corps enseignant. L'occasion aussi pour le scientifique de revenir dans sa ville natale. Passion et transmission étaient évidemment au rendez-vous. On partira ensuite du côté de la Plagne où les maîtres chiens d'avalanche s'entraînent. Un métier qui nécessite de la patience et de la complicité entre le maître et son chien. Juliette Vincent-Seigné a assisté à un de leurs entraînements. Mais on commence ce journal avec l'hommage à venir du caporal-chef Simon Cartanaz. Un nouveau centre de secours a été inauguré ce vendredi matin à la Plagne en Savoie. Une cérémonie marquée par l'émotion. Une minute de silence a été observée en mémoire du caporal-chef Simon Cartanaz, le sapeur-pompier de Paris, également pompier volontaire dans son village natal d'Entremont-le-Vieux, a perdu la vie samedi dernier dans l'explosion d'une boulangerie rue de Trévise à Paris. On écoute quelques témoignages au micro de Victoria Lopez. Nous nous sommes associés bien évidemment à cet hommage national au sergent Cartanaz, qui était un Savoyard formidable, impliqué à la fois à Paris professionnellement et également dans son département natal de la Savoie. Et nous nous associons bien évidemment à cet hommage qui lui sera rendu samedi à Entremont-le-Vieux. C'est important de pouvoir commémorer la mémoire de Simon Cartanaz, qui était bien évidemment militaire engagé à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et c'est dans ce cadre-là qu'il a perdu la vie sur une explosion de gaz. Mais il était aussi un acteur important, connu, reconnu du territoire savoyard, puisqu'il était sapeur-pompier volontaire depuis presque 10 ans à Entremont-le-Vieux. Quelqu'un de très actif, qui était très attaché à son territoire, à son village. C'est une famille aussi qui est très connue en Chartreuse, qui a beaucoup œuvré pour défendre l'intérêt général. C'est une famille de sapeurs-pompiers et voilà, il est tout à fait normal que nous puissions nous associer. C'est l'usage républicain, hein, c'est effectivement un hommage qui sera rendu demain. En complément de l'hommage national qui a été rendu hier à Paris. Demain, c'est le territoire, son territoire qui lui rendra hommage. Nous aurons une délégation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sera avec nous et ce sont tous ses camarades de Savoie qui lui diront adieu. Et j'ajoute que la cérémonie civile en hommage à Simon Cartanaz débutera ce samedi à 10h devant la caserne d'Entremont-le-Vieux. Elle sera suivie d'une cérémonie religieuse. Nous y reviendrons dans le journal de lundi. Puis une bonne nouvelle si vous êtes utilisateur des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc. Nouveauté, du côté de la Société des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc, Thierry Repentin, le directeur ATMB, vient d'annoncer une réduction de 80% du prix du péage pour les voitures 100% électriques dans la vallée de l'Arve. Une vallée que l'on sait très impactée par la pollution. Les tarifs de péage pour les personnes qui utilisent quotidiennement l'autoroute resteront, eux, inchangés cette année. 63 places de covoiturage seront ainsi aussi ajoutées à Passy, en plus des 302 places déjà existantes le long du réseau. En tout, plus de 45 millions d'euros seront investis cette année. Une belle rencontre et un peu d'inspiration pour les élèves d'Albertville. C'est une visite un peu particulière pour la cité scolaire Jean Moulin d'Albertville. Ce jeudi, Gérard Mourou, le prix Nobel de physique 2018, est allé à la rencontre des élèves de l'établissement. Son but, dépoussiérer le métier de physicien, faire partager sa passion et transmettre son savoir. Un échange auquel nous avons assisté. Reportage. Bon, comment est-ce qu'on va faire là? Il va falloir essayer un peu de casser la glace pour... Je vais me présenter d'abord. Gérard Mourou est né à Albertville en 1944. Le 2 octobre dernier, il s'est vu remettre le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les lasers. Un prix qui récompense une avancée scientifique, notamment dans le monde de l'ophtalmologie. C'est tout naturellement qu'il est venu échanger et faire découvrir son métier aux étudiants de la cité scolaire d'Albertville, la ville qu'il a d'ailleurs vu grandir. Quand on est passionné par quelque chose, on a envie de le partager. On a envie de le partager et j'étais content de venir, il y avait des classes de physique aujourd'hui et je suis passionné par ce que je fais, par la physique et je veux simplement communiquer, c'est irrésistible. Moi-même, j'ignorais qu'on pouvait gagner son pain en faisant de la physique. J'ignorais totalement, bien sûr. Je l'ai appris ça petit à petit, mais c'était pas
conçu au départ. J'ai vu la passion, hein, aujourd'hui, des gens posaient des questions, les jeunes, les étudiants posaient des questions, n'arrêtaient pas de poser des questions, c'était formidable. Un cours un peu spécial pour ses élèves et un véritable moment de partage pour ses classes de 3e, 1re et terminale scientifique. Une rencontre qui aura peut-être suscité des vocations. C'est un grand honneur, hein. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la science, la physique en général, et rencontrer quelqu'un qui a fait des avancées comme celle-ci, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Et je ne pense pas que ça arrivera une deuxième fois dans ma vie, donc j'en profite au maximum. Une visite enrichissante aussi pour les professeurs et la directrice de la cité scolaire Jean Moulin. Rencontrer un prix Nobel, c'est la chose la plus improbable qui pouvait m'arriver. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc effectivement, en tant que proviseur, on a des belles surprises comme ça. On passe de quelque chose de théorique à quelqu'un qui physiquement leur présente sa recherche, sa découverte. C'est de la concrétisation. Parce que eux, en fait, à leur âge, ils se disent « Qu'est-ce que je vais faire de mon bac S ?» Ah bah oui, si je fais une licence de physique, je peux peut-être faire de la recherche et on a besoin de chercheurs. Une matinée placée sous le signe de la passion et de la transmission. La commune peut être fière. C'est la première fois qu'un prix Nobel est albertvillois. 6 jours après le tragique accident qui a coûté la vie à 2 pisteurs dans la station de Morillon, en Haute-Savoie, une délégation de pisteurs secouristes artificiers de la CGT a été reçue par la préfecture de Savoie ce matin. Ils se sont entretenus avec le directeur des sécurités David Pupato et le conseiller montagne du préfet Bernard Erenti. Au programme de la réunion, la condition de travail des pisteurs, la réglementation pour la manipulation des explosifs. On écoute les réactions de 2 d'entre eux au micro de Francis Raisin. L'objet de la réunion était de remettre un petit peu à plat, malheureusement, ce qui nous impacte avec le deuil de nos collègues de Morillon il y a quelques jours. Donc c'est pas du tout faire aucune polémique parce qu'on n'a pas encore le résultat de l'enquête. Est-ce que c'est un problème matériel? Est-ce que c'est un problème humain? Est-ce que c'est les deux problèmes? Quoi qu'il en soit, on se pose énormément de questions sur le terrain. Voilà. Malheureusement, il y a eu 2 morts en 2010 à la Toussuire, 2 morts à Morillon cette année. Ça fait trop, quoi. Le premier sujet, c'était vraiment par rapport au déclenchement, aux explosifs utilisés et au PIDA, donc ce plan d'intervention déclenchement d'avalanche qui est mis en route par chaque mairie dans chaque station pour après faire un déclenchement et sécuriser les pistes. Il est temps vraiment de se mettre autour d'une table et de travailler et d'avancer en cohérence pour que notre métier ne soit pas d'aller décéder au travail, quoi. On reste dans l'univers de la montagne. Je vous le disais dans les titres, cette semaine à La Plagne, 2 jours d'entraînement intensif pour les maîtres chiens d'avalanche. Au total, une 60aine d'équipes savoyardes s'entraînent régulièrement pour être prêtes à intervenir en cas d'avalanche. Des exercices qui sauvent des vies. Le 26 décembre dernier, un adolescent enseveli avait été retrouvé et sauvé par un chien d'une de ses équipes sur place. Reportage de Juliette Vincent-Seigné. Didi n'a que quelques minutes pour sauver la victime de l'avalanche. Le temps est compté. Encouragé par Benjamin, son maître, il renifle, gratte et creuse dans la neige, avec pour seul objectif, retrouver la personne ensevelie. Mais aujourd'hui, c'est un entraînement pour Didi et son maître. Notre rôle, comme on dit, c'est un travail d'équipe. Donc on va conduire le chien, parce que le chien, il ne fait pas ce qu'il veut sur l'avalanche. Sur une avalanche, on a travaillé avec d'autres chiens, d'autres maîtres chiens, donc d'autres chiens. Donc il faut se définir des zones et il faut se partager le travail. Et puis bien sûr le motiver et faire en sorte qu'il fasse bien son boulot. Si ces sauveteurs sont aussi compétents, c'est grâce à la relation fusionnelle qu'ils ont avec leur maître. Pour que le chien soit efficace, les maîtres misent tous sur le jeu. Il faut donc les motiver. La plus belle récompense pour Didi, Eden et les autres, le boudin. Pour le chien, la base de son travail, c'est le jeu. Pour lui, la plus grosse récompense qu'il peut avoir, le chien, c'est d'être là sur le terrain de travail. C'est une forme de chasse pour lui. C'est des prédateurs, c'est des chasseurs, et on leur apprend justement à chasser un petit lapin sous la neige qui représente l'être humain dans une avalanche. Toute la préformation est faite dans le ludique et en fonction de la capacité de chaque chien, de leur maturité.
C'est une équipe unique, un maître et son chien. Ils apprennent à se comprendre et à travailler ensemble. Berger belge, border collie ou encore berger allemand, ces chiens sont dès l'âge de 6 mois entraînés pour ce type d'opération. Une des principales missions pour les maîtres, leur apprendre à détecter les petites molécules légères odorantes qui sortent de la neige. On va le mettre avec une victime qui connaît. On va travailler d'abord sur un trou ouvert, parce qu'il faut savoir quand même qu'un trou, une cavité, c'est pas forcément naturel pour un chien et c'est pas évident pour lui de rentrer dedans. Donc il faut y aller tout doucement. Donc d'abord sur une personne qui connaît, après sur un inconnu, puis petit à petit on va mettre de la difficulté. Donc on va mettre un petit peu de neige devant le trou jusqu'à le boucher complètement. Même si les chiens ne font pas la différence entre un exercice et une réelle opération, il est important de les entraîner en conditions réelles. L'année dernière, une 50aine d'interventions ont été effectuées en Savoie. Et on termine ce journal avec du ski et les résultats du combiné de Wengen en Suisse. Victor Muffat et Alexis Pinturo sont montés sur le podium, respectivement à la 2e et 3e place. C'est l'Autrichien Marco Schwarz qui l'a emporté. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et merci à toute l'équipe. Manu, je te laisse conclure. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Voilà, on est déjà au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. Lundi, vous retrouverez Sébastien Germain à cette même place. À 21h ce soir, vous avez rendez-vous avec un documentaire sobrement intitulé Bouquetin. Et oui, vous saurez tout sur l'animal emblème des Alpes. Il vous révélera tous ses secrets. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Pour revoir cette émission en direction nos réseaux sociaux, pour un condensé des meilleures images, c'est sur le IGTV de 8 Mont-Blanc. Moi, je vous dis à très bientôt.